Bonjour et bienvenue dans le 7-8 Week-end sur TV78, votre émission qui concentre actualité et idées de sortie. Nous sommes le vendredi 17 septembre, voici le sommaire. Ils sont plus de 3 millions en France, les indépendants vont bénéficier d'un plan gouvernemental, 20 mesures pour plus de simplicité et de protection de ce statut. Ce jeudi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire est venu présenter le plan à des chefs d'entreprise à Saint-Germain-en-Laye. La semaine européenne de la mobilité vient de débuter, elle se déroule jusqu'au 22 septembre. À cette occasion, 50 ans en Yvelines mettent à l'honneur ces modes de déplacement alternatifs au gré de challenges et d'animations. On en parle avec Jean-Baptiste Amonique, vice-président de l'agglomération. Et puis comme d'habitude, nos idées de sortie pour ce week-end marquées par les journées du patrimoine. Petit tour notamment du côté du musée Maurice Denis qui rouvre ses portes après 3 ans de travaux. Et ce sera dans la deuxième partie de cette émission avec Bichente Maria Santisteban. Bonjour Bichente. Bonjour Grégory. Et un programme chargé en ce week-end des journées du patrimoine. Oui, avec notamment une petite visite insolite du côté de la Bièvre. De la Bièvre, du côté de la ville de Jouy-en-Josas, et ce sera tout à l'heure dans le 7-8 Week-end. Mais l'actualité d'abord avec cette annonce d'Emmanuel Macron ce jeudi, un plan pour les travailleurs indépendants va être déployé par le gouvernement. Dans la foulée de cette annonce, Bruno Le Maire et Alain Griset sont venus à Saint-Germain-en-Laye. Au menu de ce déplacement du ministre de l'économie et du ministre délégué au PME, une rencontre avec des chefs d'entreprise pour expliquer les 20 mesures de ce plan. Céline Charles et Bichente Maria Santisteban. Un plan indépendant pour créer un cadre juridique, social et fiscal plus simple et plus protecteur pour les 3 millions d'indépendants en France. C'est ce qu'a annoncé le président de la République Emmanuel Macron jeudi matin. À l'issue de cette annonce, Bruno Le Maire et Alain Griset se sont rendus à Saint-Germain-en-Laye pour rencontrer des professionnels indépendants touchés par la crise sanitaire. C'est pas parce qu'on est indépendant qu'on ne doit pas être protégé dans son activité économique. Donc les mesures qui ont été annoncées sur l'assurance chômage, sur les reprises, sur la saisie du patrimoine personnel, ce sont des protections que nous apportons aux indépendants. Il est venu non pas en distanciel, non pas en vidéo, mais voir comment les choses se passent. Donc on est ravis qu'il soit là, qu'il se rende compte par lui-même du redémarrage de l'économie et de la relance. Favoriser la transmission de l'entreprise, protéger le patrimoine personnel ou encore faciliter l'accès à l'assurance chômage, les 20 mesures du plan ont été détaillées aux entrepreneurs présents. Je pense qu'il y a un travail de plus long terme que nous avons voulu faire avec le président de la République, qui a été annoncé ce matin, pour soutenir les indépendants dans les années qui viennent et régler un certain nombre de difficultés qui restaient des difficultés importantes pour tous les indépendants. Difficultés sur le recrutement, difficultés parce qu'il y a encore des choses qui sont trop complexes, des formulaires qui sont trop complexes. L'occasion aussi d'aller à la rencontre des commerçants et artisans de la ville qui comporte plus de 800 commerces pour expliquer concrètement le plan aux plus concernés. Le jour où vous transmettrez votre affaire, vous aurez une défiscalisation qui va être plus élevée que ce qui existait auparavant. Et votre repreneur, ce qui est plus dur, c'est de trouver le repreneur, je pense. Le repreneur va pouvoir lui dire qu'il va pouvoir amortir son fonds de commerce sur ses recettes dans les années à venir. Toutes les mesures annoncées seront applicables dès janvier 2022 selon l'exécutif. Nous revenons à présent dans cette émission sur l'une des principales informations politiques de la semaine dans les Yvelines. Et c'est avec Wilfried Richy qui m'a rejoint en plateau, rédacteur en chef de TV78. Bonjour Wilfried. Bonjour Grégory, nous allons nous arrêter à Trappes où vous le savez, les élections municipales ont finalement été annulées par le Conseil d'État qui a jugé illégal, je cite, des actions de propagande menées par le vainqueur du scrutin, Ali Rabet. Et c'était à la fin du mois d'août, la nouvelle élection aura lieu en octobre. Alors pourquoi en parler maintenant ? Tout simplement parce qu'un coup de théâtre vient de rythmer cette campagne. L'ancien maire de gauche de la commune entre 2001 et 2020, Guy Malandin, a annoncé une alliance avec le conseiller régional d'Île-de-France, lieutenant de Valérie Pécresse, Othmane Nasrou. Une situation qui interpelle jusque dans les plus hautes sphères nationales. Hier, Jean-Luc Mélenchon y est allé de son tweet pour commenter la situation. Il demande à Anne Hidalgo de condamner l'alliance du PS et de la droite. Alors pourquoi une telle alliance ? Vous allez me le demander. Eh bien tout simplement un petit rappel. L'an dernier, Ali Rabet, ancien adjoint de Guy Malandin, protégé de Benoît Hamon, décide de se présenter aux élections sous l'étiquette de Génération. Guy Malandin est un ancien membre du Parti Socialiste. Il crie à la trahison. Il brigue lui aussi un nouveau mandat après 19 ans à la tête de la commune. Il n'arrive qu'à la 3e place derrière Othmane Nasrou. La campagne a été violence, tension entre les anciens alliés, tension aussi avec les autres candidats. On se souvient ici du débat difficile que nous avions organisé entre eux. Voilà comment Guy Malandin justifie son alliance avec Othmane Nasrou aujourd'hui. Nous formons une liste républicaine, démocratique et honnête. Nous sommes 3 têtes de liste, si je puis dire.
Alors, Guy Malandin pèse ses mots, on entend les mots républicains, honnêtes. Cette nouvelle campagne jusqu'au scrutin qui se tiendra, on le rappelle, les 10 et 17 octobre, s'annonce donc tout aussi virulente que l'année dernière. Autant virulente, c'est effectivement le moins qu'on puisse dire. Une nouvelle étape a même été franchie avec la publication d'un article de Valeurs Actuelles intitulé « Incurie, clientélisme, communautarisme, enquête et révélation sur le maire déchu de Trappes ». Pendant son court passage, finalement, en tant que maire, Ali Rabet est accusé de népotisme, de favoritisme, de clientélisme, de communautarisme. Les témoignages sont anonymes, mais viendraient aussi bien de ses proches que de ses ennemis. Écoutez le journaliste auteur de cette enquête, Amaury Brelet. On a été contacté il y a ça déjà plusieurs mois par des personnels municipaux. Et à partir de là, donc, nous avons creusé. Nous avons contacté plus d'une trentaine de personnes, donc à la fois personnels municipaux et élus locaux, des deux bords évidemment, qui nous ont donc raconté les coulisses de ce mandat. L'écrasante majorité des personnes qui ont accepté de nous répondre ont refusé qu'on les cite, qu'on donne leur nom, encore moins le poste qu'ils occupent au sein de la mairie, que ça, de l'employé de base jusqu'au cadre supérieur. Voilà, il y a un véritable climat de terreur à la mairie et qui se poursuit aujourd'hui, qui s'aggrave depuis nos révélations. Ali Rabet, mis en accusation, n'a pas répondu au journal. Non, mais son équipe a publié un communiqué sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Son équipe parle de calomnies, de mensonges qui viennent alimenter un journal d'extrême droite obsédé par les musulmans, Le Grand Remplacement, qui fait la promotion d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen. Voilà pour cet extrait de ce tract distribué à Trappes. Othman Nasrou est accusé d'alimenter ce climat de tension. Voici sa réponse. Moi, je n'ai pas besoin d'alimenter qui que ce soit, puisque ce sont notamment beaucoup d'agents qu'Ali Rabet a maltraités, qui ont parlé à Valeurs Actuelles. C'est écrit dans l'article, beaucoup qui sont partis. Moi, je n'étais pas témoin des scènes qui ont été rapportées. J'aurais été bien incapable, d'ailleurs, de les rapporter quand il dit à un agent, le licenciant, qui a une place au cimetière. Je n'étais pas présent à cette discussion. Cet agent est parti, il l'a raconté à Valeurs Actuelles et il a raison de le faire. Et donc, il y a un moment, il faut qu'on retrouve à Trappes de l'apaisement, de la sérénité, du rassemblement, qu'on arrête de tout politiser, qu'on arrête cette brutalité, cette agressivité qu'on a beaucoup vue à la télévision aussi. Si on veut améliorer l'image de la ville, il faut de la sérénité et il faut travailler sérieusement sur les dossiers qui n'avancent pas depuis un an. Et les électeurs trancheront dans les urnes qu'on arrête de vouloir intimider les uns et les autres. Ali Rabet n'a pas souhaité non plus nous répondre. Alors pas sur ce sujet, nous avons échangé par SMS. Il a décidé, en tout cas, ne pas avoir encore décidé s'il porterait plainte contre le journal pour diffamation. Il prendra sa décision après le scrutin. Il m'a aussi précisé qu'il ne voulait pas tomber dans le piège de ses adversaires et tirer la campagne vers le bas. Et il ajoute aussi que les médias sérieux devraient hisser le débat au bon niveau. Je précise tout de même que nous avions souhaité organiser un débat sur ce plateau. Ali Rabet, lui, n'a pas souhaité y participer pour, je recite une nouvelle fois, ne pas donner de la respectabilité à un candidat qui le diffame. Un dernier élément porté à notre connaissance ce vendredi, Wilfried, et qui vient confirmer ce climat tendu à Trappes. Alors c'était juste avant de débuter cette édition. C'est l'avocat de Rogatien Bouchereau qui est aujourd'hui le directeur de campagne d'Ali Rabet. Il nous informe avoir saisi le procureur de la République par l'intermédiaire de son avocat pour menaces de mort, des menaces qui auraient été prononcées par des militants politiques d'opposition identifiés. On n'en sait pas beaucoup plus pour l'instant. En tout cas, vous l'avez dit, le climat est particulièrement tendu et pendant ce temps, il y a toujours 70% d'abstentionnistes à Trappes. Merci Wilfried pour cet éclairage. Alors dans l'actualité également, ce jeudi s'est ouvert la Semaine européenne de la mobilité. C'est un événement qui se déroule partout sur le continent jusqu'au 22 septembre. Et 50 ans en Yvelines s'y associe. L'agglomération profite du rendez-vous pour mettre en avant ses modes de déplacement alternatifs avec challenge et animation au programme. Jean-Baptiste Amonique est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'agglomération en charge des transports et des mobilités durables. Une telle semaine, j'imagine qu'elle prend aussi un aspect particulier quelques semaines justement après le rapport du GIEC qui met en avant le réchauffement climatique qui rentre encore dans une situation encore plus alarmante. Elle prend encore plus d'ampleur, une telle semaine où on met en avant justement ces mobilités alternatives. Oui, évidemment. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, évidemment. Le rapport du GIEC, je pense que même si tout le monde ne l'a pas lu, tout le monde en a au moins pris connaissance, du moins sur la synthèse et les conclusions du rapport, qui est un énième rapport qui nous dit la même chose, mais cette fois-ci
avec encore plus d'acuité et avec une certaine notion d'urgence. C'est-à-dire que nous ne sommes même plus dans l'urgence aujourd'hui. Que nous dit le rapport du GIEC? Il nous dit globalement que c'est trop tard. Alors c'est un peu un propos alarmiste que je tiens, et que la question n'est pas de savoir ce que nous pouvons faire, mais comment nous pouvons mettre des choses en place très très rapidement pour limiter aujourd'hui le réchauffement de la planète. Donc évidemment que cette semaine de la mobilité qui se tient du 16 au 22 septembre, vous l'avez rappelé, est importante parce que nous avons ce souhait, cette ambition de porter sur le territoire de l'agglomération le développement de l'écomobilité, que ce soit par la trottinette ou par le vélo, mais au-delà des modes plutôt classiques et traditionnels de déplacement, aussi d'encourager ces mobilités-là. Et on va en parler de la trottinette, du vélo notamment. J'indique juste aux téléspectateurs qui peuvent retrouver au sein du guide de la mobilité qui est édité par Saint-Quentin-en-Yvelines, eh bien tous les modes de déplacement à Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est un peu la Bible pour se déplacer à Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous le disiez, mise à l'honneur des modes de déplacement et notamment de la trottinette qui a été déployée sur le territoire, les trottinettes électriques avec l'opérateur Tiers Mobility depuis mai. Quel est le bilan que vous faites après ces premiers mois de mise en service? Est-ce que les usagers sont au rendez-vous? Oui, je rappelle que c'est une expérimentation d'1 an en partenariat avec l'opérateur Tiers, qui nous a d'ailleurs, lors de l'appel à candidature, offert les meilleures garanties. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous sommes partis sur cet opérateur. Aujourd'hui, la réalité des chiffres, c'est que nous avons 30 000 usagers qui sont enregistrés depuis le lancement du service, que nous avons 300 000 déplacements aussi qui ont pu être constatés. Il y a des chiffres qui sont vraiment intéressants. On voit qu'une trottinette parcourt en moyenne 22 km par jour. Un autre chiffre aussi, je crois, qui est intéressant, parce que vous savez, dans les engins tir qui sont développés sur le territoire de l'agglomération, un casque est intégré. La partie sécurité aussi de l'usager était importante pour nous. On a un taux de port du casque qui est de 25%. Alors 25%, me direz-vous, c'est insuffisant, peut-être, mais quand on compare à une métropole comme Paris, la capitale par exemple, qui est aussi évidemment une plateforme de la mobilité active et douce, on constate que le port du casque n'est que de 3%. Donc les trottinettes progressent. L'ambition, c'était aussi d'avoir un mode de déplacement propre, durable, électrique évidemment, souple, et qui vienne mailler l'ensemble des 12 communes, et c'est le cas avec 300 stations. C'est une mobilité qui s'adresse aux plus jeunes, qui s'adresse aux jeunes actifs, qui permet de réaliser, et c'était la cible, les premiers et derniers kilomètres d'un déplacement plus long, notamment dans le déplacement domicile-travail pour rejoindre une gare routière ou une gare ferroviaire. Donc pour le moment, nous sommes plutôt satisfaits du lancement de ce service sur le territoire intercommunal. Alors autour de ces trottinettes, il y aura des animations gratuites qui seront proposées pendant cette semaine de la mobilité. J'avance pour parler aussi des vélos, puisqu'il y a une actualité pour l'agglomération, c'est que en juillet dernier, il y a le nouveau schéma directeur cyclable qui a été adopté par l'agglomération, 246 km de pistes supplémentaires d'ici à 2031. Aujourd'hui, je précise que l'agglomération compte 420 km d'itinéraires cyclables. La volonté, j'imagine, c'est de relier, d'interconnecter les 12 communes. Je parle bien des 12 communes de l'agglomération, puisque l'agglomération compte 12 communes depuis 2016. Effectivement, c'est l'ambition. Nous avions jusqu'à alors un schéma directeur cyclable qui datait de 2009, qui ne concernait que les communes historiques de l'agglomération, les 7 communes avant l'élargissement, avant l'ouverture et l'agrandissement de notre agglomération. Et donc l'ambition a été, vous l'avez dit, maintenant d'avoir un maillage et d'avoir surtout des itinéraires cyclables sur l'ensemble des 12 communes. On est sur cette notion à la fois de rattrapage et de développement. Donc ce sont 246 km effectivement qui vont pouvoir être déployés. Ces 9 liaisons cyclables structurantes à jalonner, 4 coronapistes, vous vous rappelez des coronapistes, c'est 4 liaisons que nous avions mis en place au lendemain du déconfinement, qui vont pouvoir être pérennisées. 5 intercommunalités évidemment qui sont associées, parce que quand on parle du vélo, il faut parler de continuité cyclable, et évidemment les trajets, les itinéraires ne peuvent pas s'arrêter aux seules frontières de l'agglomération, donc qui a été fait avec l'ensemble des 12 communes, mais aussi les autres intercommunalités, le département, la région, l'État, la région, avec le RER vélo, 2 axes du RER vélo qui vont venir aussi traverser Saint-Quentin et qui vont aussi compléter le maillage. Juste en 2 chiffres, parce que c'est une ambition. Très rapidement, parce que j'aimerais qu'on parle aussi du challenge avec les entreprises. Une réelle volonté politique évidemment, mais vous dire que ce sont 38 millions d'euros d'investissement consacrés à ce plan vélo, avec
pour objectif de porter à 16 € par an et par habitant, ce qui nous mettrait dans la moyenne haute nationale, l'effort prononcé pour le vélo, et ce qui nous permettra d'avoir une part modale vélo qui passera de 6 à 8%, c'est-à-dire qu'au minimum, nous la doublerons à horizon 2031. Alors très rapidement pour terminer, il y a aussi l'accent qui est mis sur les entreprises, avec un territoire, on le sait, 17 000 entreprises implantées à 50 ans en Yvelines, avec un challenge qui est prévu pour ces entreprises également. Oui, un challenge justement pour promouvoir toujours. On sait que les entreprises travaillent avec nous et sont de réelles ambassadrices de la mobilité active, notamment avec le plan de déplacement interentreprises que nous avons sur Saint-Quentin. Et là, avec ce challenge, leurs salariés, les employés vont pouvoir justement participer à cette manifestation, à cet événement. Et les grands gagnants auront l'occasion d'expérimenter, de faire un tour de piste au Vélodrome. Donc on est très heureux de pouvoir mener ce challenge dans cette semaine de la mobilité avec les entreprises du territoire. Et on retrouve bien sûr tout le programme complet sur le www.sqy.fr. Et je précise que cette semaine de la mobilité européenne, qui est européenne, c'est jusqu'au 22 septembre. Merci Jean-Baptiste Amonique d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je rappelle vice-président de l'agglomération également, maire de la commune de Villepreux. Je vous propose à présent que l'on passe dans un instant à la partie loisirs dans cette émission 7-8 Week-end. Vous indiquez juste que la rubrique Legal Checking, qui est à retrouver normalement chaque vendredi au programme du 7-8 Week-end, vous la retrouvez en ligne sur notre site internet www.tv78.com. Il sera question de campagne présidentielle. Vincent Couronne des Surligneurs, il décrypte aujourd'hui des propos qui ont été tenus par un candidat, Xavier Bertrand, à propos de la campagne présidentielle. Et on va se projeter à présent dans la partie week-end avec Bichente Mérien Santisteban qui est revenu avec moi en plateau avec ses idées de sortie. Et d'abord une réouverture après un long sommeil, Bichente. Oui, exactement, après 3 ans, le musée départemental Maurice Denis a rouvert ses portes ce vendredi 17 septembre. Le jardin et le bâtiment ont été restaurés. Une exposition inaugurale dédiée à l'artiste peintre a été réalisée. Reportage. Le musée départemental Maurice Denis était de nouveau inauguré ce vendredi 17 septembre. Ancien hôpital royal situé à Saint-Germain-en-Laye, le bâtiment a près de 300 ans d'existence. C'est un bâtiment ancien et les bâtiments anciens s'entretiennent. Et le musée départemental qui s'y est installé en 1980 a 40 ans d'existence. Les travaux de restauration ont débuté il y a 3 ans. Coût total des travaux, 5,3 millions d'euros. On a mis en accessibilité le site, aussi bien en extérieur qu'à l'intérieur, pour faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Et nous avons rafraîchi les salles d'exposition, changé l'éclairage, et nous en avons profité aussi pour réintroduire dans le parcours de visite des éléments nouveaux. Quelques statues, des tablettes numériques. Autre nouveauté, l'exposition Bonheur rêvé dédiée à Maurice Denis. Elle présente les œuvres de l'artiste peintre, parmi elles, Ève dans la forêt. C'est une évocation de l'homme dans la forêt de Saint-Germain avant le péché originel. Donc et à la fois c'est un tableau de volupté avec un nu qui est celui de sa seconde épouse. Et cette question du corps, de la volupté, c'est une chose qu'on retrouve beaucoup dans l'exposition puisque c'est une exposition sur l'intimité de Maurice Denis. Donc on rentre vraiment dans sa maison, son épouse, ses enfants, sa famille, ses parents, ses amis. Donc on rentre vraiment dans sa vie. L'exposition permet d'inscrire le peintre dans son territoire. Une centaine de peintures de Maurice Denis sont exposées. La suite des aventures, Bichente, nous conduit sur les bords de la Bièvre. Oui, plus précisément à Joué-en-Josas, Grégory, pour les journées du patrimoine. Vous avez déjà annoncé pas mal d'animations la semaine dernière. Ça continue avec nos invités cette semaine, Fanny Descoustes et Isabelle Pires, qui viennent nous parler du spectacle en déambulation, La rivière qui, du côté de Joué-en-Josas, du coup au bord de la Bièvre. Bonjour. Bonjour. Donc je vous présente rapidement. Fanny, vous êtes la directrice artistique de l'événement et vous travaillez pour la compagnie Adada. Et Isabelle, vous êtes chargée de production de l'agence culturelle des Ricochets sur les pavés. Vous avez organisé donc ensemble cette balade insolite au bord de la Bièvre pour les journées du patrimoine et pour découvrir du coup Jouy-en-Josas. Alors, j'y vais. Alors, il ne s'agit pas spécialement de découvrir Jouy-en-Josas. En fait, le dispositif dans lequel nous, on est venus à Jouy, nous, le collectif Adada, on est un collectif artistique pluridisciplinaire. Bon, on est une compagnie de théâtre de rue en espace public. Et c'est sur l'initiative des Ricochets sur les pavés que depuis 1 an, en fait, on est parti à la découverte de cette ville
et de ses habitants, de son histoire, de ses paysages, de ses mystères, pour faire ce qu'on appelle une création contextuelle, qui sort là à l'occasion des Journées du patrimoine, mais qui n'a pas pour vocation à être à un parcours touristique, ni de se substituer au musée. Nous, on est là pour avoir une parole artistique sur le territoire, singulière, voilà, qui est le fruit de presque un an d'immersion. Mais pas pour... Donc comment ça se passe? Les spectateurs en fait ont un point de départ et se déplacent et ils découvrent des représentations au fur et à mesure du trajet, c'est ça? Ouais, en fait c'est un spectacle qui se déroule comme une promenade, donc il y a un point de départ et ensuite il y a une déambulation qui dure entre 1h et 1h30 selon comment les gens se déplacent. C'est une alternance d'installations plastiques, sonores et de scènes avec des comédiens. Et donc, il y a un groupe de spectateurs qui part toutes les 30 minutes. Il y a 8 départs le samedi, 7 le dimanche. Et voilà. Isabelle, donc pour l'agence culturelle des Ricochets sur les pavés, vous avez pour vocation d'organiser ce genre d'événement autour de la reconquête poétique de la ville, c'est comme ça que vous décrivez. Pourquoi avoir ciblé justement la ville de Jouy-en-Josas ? Alors nous avons invité le collectif Adada à Jouy-en-Josas car la Bièvre a réouverte cette année. Donc c'était une manière de célébrer la réouverture de la Bièvre. Il y a eu beaucoup de travaux aux abords de la Bièvre sur la commune de Jouy-en-Josas. C'est bien ça. Donc il y a une réouverture qui est organisée. Il y a un an, c'était un terrain de pétanque. Et maintenant, c'est une rivière. Voilà. Donc comme vous avez dit, le spectacle est gratuit, mais il faut réserver, donc c'est ça ? Spectacle départ toutes les 30 minutes. Vous avez rencontré, donc, comme vous avez dit, de nombreuses personnes pour des témoignages et ça vous permet en fait de réinterpréter les témoignages des personnes que vous avez rencontrées. C'est un travail un peu particulier, le travail de résidence de territoire, parce que effectivement, il faut trouver l'équilibre entre... On n'est pas là pour faire du tourisme, on n'est pas là pour faire de la valorisation du passé, on n'est ni un musée, ni une agence touristique, ni des documentaristes en fait. On n'est pas des documentaristes, on n'est pas là pour faire un documentaire sur l'endroit et sur les habitants. On est là, en fait, la place d'artiste, elle est particulière à cet endroit-là parce qu'elle est là pour poser des questions ou pour poser un autre regard ou pour mettre le doigt là où d'autres peut-être l'avaient pas mis. Et évidemment que cette démarche-là, elle est ultra nourrie de tout ce qu'on rencontre sur place, des gens, des habitants, des paysages, des bruits, de notre sensation à nous, de comment ça se passe, et puis du fait qu'on est une équipe de 4 personnes, donc 4 sensibilités différentes, 4 regards différents, 4 compétences différentes. Il y a des comédiens, il y a des scénographes, il y a une costumière, enfin voilà. C'est aussi 4 manières de regarder le monde très différentes, ouais. Merci beaucoup Fanny Descoustes et Isabelle Pires d'avoir été avec nous pour présenter du coup le spectacle La Rivière qui, un spectacle en déambulation autour de la Bièvre à Jouy-en-Josas pour les Journées du patrimoine. Merci. Merci à vous. Ce week-end, on ne fêtera pas le beau temps visiblement d'après les prévisions météo Bichente, mais on va célébrer les fleurs aussi au Muro. Oui, avec la 18e édition de Fleurs en scène, la grande fête des plantes et du jardin revient sous la thématique L'univers des sauges. Entre salons, conférences et autres animations, vous y trouverez plein d'astuces pour embellir votre jardin et découvrir de nouvelles plantes. Le tout ponctué d'un petit concours floral, à savoir qui a le plus beau stand, début ce samedi à 10h jusqu'à dimanche 18h. Notre célébration ce dimanche, celle du raisin élancourtois, j'ai bien dit raisin élancourtois, parce que pour ceux qui ne le savent pas, à Élancourt, chaque année, on fête les vendanges. Oui, c'est devenu une tradition de l'association Les Amis du Passé d'Élancourt. La collecte du raisin se fait entre générations, enfants ou adultes de tous âges. C'est une réunion pour un instant de partage. Nous sommes allés à la rencontre d'un jeune homme, Jean, qui organise l'événement. Voici son interview express. Avant, c'était toujours premier dimanche d'octobre, mais avec la canicule, la sécheresse, le mûrissement précoce, sauf cette année, bon, peut-être un peu moins, on a avancé les vendanges, ça sera le 19 septembre. Les gamins coupent le raisin, ensuite il y en a un certain nombre de grappes qui sont mis dans un fouloir, ils foulent avec les pieds, le premier jus est jeté, ils égrappent du raisin. Ils pressent du raisin sous la responsabilité des Amis du Passé. Ils boivent un peu de jus avec les adultes, pas trop. Et là où on est, sous l'auvent, eh bien, il y a un goûter qui est offert aux enfants. Puis après, il y a un repas d'ensemble pour continuer la fête. Partager avec les enfants surtout
le but pédagogique, puis recréer toute une filière, la viticulture, planter les cèpes qui viennent de Franche-Comté, les premiers, les derniers, on a planté du Bourgogne à ligoter, 50 cèpes. Et pour terminer cette émission, comme d'habitude, Bichente, on va mettre le curseur désormais sur le week-end prochain, week-end des 24 et 25 septembre, pour voir les animations à faire dans les Yvelines. Oui, avec tout d'abord une thématique de ville, ou plutôt de quartier, lancée par le musée de la ville Saint-Quentin en Yvelines. Ça s'appelle Villepreux dans les années 60. C'est donc, Grégory, vous l'aurez deviné, à Villepreux. Pendant 3 semaines, des animations sous cette thématique seront proposées. Donc ça commence demain avec des promenades urbaines commentées pour les journées du patrimoine, pour découvrir la vie du quartier de la Bergerie, à l'époque des téléphones à cadran et des télés en noir et blanc. Pour les week-ends des 25 et 26 septembre, 2 animations spéciales. Une visite commentée tout d'abord autour de la décoration picturale de l'église atypique de Saint-Vincent-de-Paul. Si vous n'avez jamais vu Grégory, ça vaut le détour. Le dimanche, donc, un autre rendez-vous pour les âmes d'artistes. Ça s'appelle les carnets du patrimoine, pour déambuler et croquer les bâtiments du quartier de la Bergerie à Villepreux. Croquer dans le sens dessiner, voilà, dans le sens du croquis, bien sûr. On l'a bien compris, Bichente. Et donc, oui, ça se poursuit jusqu'au 25, c'est ça ? C'est ça, 25 et 26 septembre. Il y a encore d'autres animations le 2 octobre et peut-être qu'on vous en parlera du coup la semaine prochaine. Et donc, vous l'avez dit, on pourra croquer lors de cette animation, lors de cet événement. On peut aussi photographier, c'est aussi des objets qui nous rappellent le passé, la photographie qui nous rappelle des moments du passé. Alors justement, on va poursuivre avec une exposition photo Bichente. Ça se passe à l'espace Alfred de Vigny à Voisins-le-Bretonneux. Oui, une exposition du photographe Claude Chose qui s'appelle Bords de mers et autres univers. 4 projets d'une dizaine de photos chacun y sont présentés. Parmi eux, le thème principal, donc en bord de mer, mais aussi autour des musiciens de métro et de festivités dansantes. Toutes les photos que je fais, j'ai une émotion sur un lieu, sur des actes qui se passent, en fait, sur un paysage. Il faut que ça me touche, quoi. Donc, comme disait Cartier-Bresson, la photographie, c'est d'abord de voir ce que les autres ne voient pas. C'est un travail un peu particulier, surtout sur le bord de mer. C'est la vie de ces blocos qui ont été construits pendant la guerre et qui aujourd'hui finissent ensevelis, la mer qui finit par les avaler, donc ils disparaissent dans les profondeurs de l'océan. Un travail qui se veut donc original. Vous avez pu voir derrière Claude Chose pendant l'interview, Grégory, la photo est retravaillée de telle manière à ce que ça ressemble un peu à un aquarelle finalement. Et on termine sur une note de musique ? Oui, avec du jazz, le Jazz Métis Festival au Vésinet, qui aura lieu les 23, 24 et 25 septembre prochains. Objectif, voyager à travers le monde et les différents visages du jazz. Au programme El Comité, le vendredi 23 à 21h pour une soirée sous l'ambiance de Cuba. Le samedi, direction Lorient avec Sophie Allour, saxophoniste, qui brise les codes du jazz en mêlant le jazz au oud, un instrument oriental. Et pour clôturer le festival le dimanche du coup 25 septembre, électro de luxe pour une autre facette du jazz, entre jazz, soul et funk. Merci Bichente, vous avez fait votre choix ? Vous irez... Peut-être le dimanche, un petit créneau pour mixer toutes les ambiances du jazz. Voilà, c'est la fin de cette émission déjà malheureusement. On se retrouve vendredi prochain, j'espère que vous avez coché la case dans votre agenda. Elle est cochée. Et d'ici là, bien sûr, passez un très bon week-end sur TV78. Merci de nous avoir suivis.